Bonjour, bienvenue à cette activité tout spéciale qui se déroule dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières et où nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir Madame Édith Fournier qui va nous parler de son livre Tu ne sais plus qui je suis, paru aux éditions de l'Homme. Donc, bonjour Madame Fournier. Bonjour Florence. Donc, je me présente pour le bénéfice de tous, Florence Pauquet de l'Appui Mauricie pour les proches aidants d'aînés. Comme notre mission, notre nom l'indique, l'Appui Mauricie, on est là pour améliorer la qualité de vie des proches aidants et on va parler beaucoup de proches aidants dans le cadre de cette entrevue. Donc, d'ailleurs, le livre, je vais vous le présenter brièvement. Ça va être comme ça va être fait. Et après, je vais vous présenter un peu comment va se dérouler cette activité un peu spéciale. Donc, le livre relate l'histoire. Donc, Madame Fournier relate son histoire d'accompagnement de son conjoint pendant 7 ans en CHSLD. Le livre, c'est la suite de un autre livre qui se nomme J'ai commencé mon éternité. Merci. J'ai commencé mon éternité, qui était le récit de l'accompagnement de mon mari, qui était cinéaste, que plusieurs ont connu, qui s'appelait Michel Moreau. Et c'est l'accompagnement de Michel à domicile. Voilà. Et je précise que c'est lui qui un jour m'a dit, tu sais, moi, je pense que j'ai commencé mon éternité. Ah, c'est de là que vient le titre. Ah ben, c'est de là que vient le titre et inutile de vous dire que je suis restée bouche bée devant une révélation comme celle-là. Mais aujourd'hui, nous allons davantage parler du livre « Tu ne sais plus qui je suis ». Et qui de mieux pour parler de proche aidance, de spécialistes de la proche aidance. Donc, on a invité en duplex trois personnes qui travaillent quotidiennement à accompagner des proches aidants en Mauricie. Nous allons vous les présenter un peu plus tard. Puis ces personnes ont bien entendu lu le livre de Madame Fournier et ont des questions à lui poser, veulent aborder avec Madame Fournier certains aspects du livre qui touchent bien entendu la proche aidance. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première invitée en duplex, donc Madame Jasmine Paquin. Madame Paquin est présidente d'Albatros Trois-Rivières. Donc, Albatros Trois-Rivières est un organisme qui accompagne les personnes en fin de vie qui ont eu un diagnostic de maladie grave et il les accompagne dès le début du diagnostic. Cet accompagnement est fait par des bénévoles qui sont formés par Albatros Trois-Rivières. Et c'est sûr que cet accompagnement permet un certain répit aux proches aidants. Donc, Jasmine, à toi la parole. Alors, bonjour, Madame Fournier. Bonjour, Jasmine. Au cours de notre entretien, j'aimerais qu'on aborde le thème de l'accompagnement des personnes en soins palliatifs, mais également des proches aidants. Alors, bien que ce ne fût pas nécessairement votre cas, parce que je sais que vous avez été bien soutenu là, dans votre accompagnement de Michel par vos proches, j'aimerais que vous nous parliez des difficultés et des besoins que peuvent vivre des proches aidants qui sont seuls et de l'aide que pourraient leur apporter des bénévoles accompagnants. Par exemple, en CHSLD. En CHSLD. Je vais vous dire, la situation est un peu particulière en CHSLD parce que, contrairement, par exemple, je dirais, aux maisons de soins palliatifs, où lorsque les gens arrivent dans ces maisons-là, on sait qu'ils sont en fin de vie. On sait que la fin est proche. Et alors que quand on arrive en CHSLD, moi, j'imaginais que mon mari serait là peut-être pour 18 mois, 20 mois, quelque chose comme ça. Mais ça a duré 7 ans. Alors, quand on est très présent comme moi je l'étais et ma famille, et puis j'avais aussi une auxiliaire qui avait travaillé chez nous depuis fort longtemps, Michel était donc un homme très entouré. Je pense que dans un cas comme le nôtre,
comment je dirais, la pertinence d'avoir une personne plus sensible à la fin de vie et peut-être un petit peu moins aiguë, d'autant plus que je n'en étais pas à ma première expérience. J'avais perdu mon père, j'avais perdu ma mère de la maladie d'Alzheimer. Donc, déjà, nous avions une sorte de sensibilisation à la question de la fin de vie. Toutefois, j'ai vu autour de moi quantité de personnes qui n'avaient jamais de visite, qui n'avaient pas de famille auprès d'eux, ou alors que la famille était très loin, il y avait des questions de distance. Et très souvent, j'ai vu ces gens-là mourir seuls. J'en ai vu plusieurs parce que nous avons été pendant 5 ans dans une chambre à 4 lits. 7 personnes sont mortes dans notre chambre. C'était une situation intolérable. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vraiment, j'ai réfléchi à cette question-là de la part des organisateurs, des principaux responsables de l'organisation des soins dans les CHSLD pour faire appel à des personnes sensibles, formées, compétentes comme vous pouvez l'être, Jasmine et tous les autres du mouvement Albatros, entre autres. Je crois toutefois qu'il doit y avoir une relation qui s'installe dans le temps. J'ai été témoin personnellement d'un patient qui est décédé dans notre chambre, juste en face du lit de mon mari. J'ai vu arriver là une dame que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, que notre voisin de chambre, mourant, ne connaissait pas non plus. Ça ne me paraît pas des conditions idéales. Et là, je pense que ce qui est spécifique chez nos malades en CHSLD, c'est que prévoir le moment de l'agonie est très difficile dans bien des cas. On ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. On meurt d'autre chose. On meurt d'un AVC, on meurt d'une pneumonie. Et quand cela arrive, la fin est très, très rapide. Alors, ce n'est pas toujours simple. Quand je dis, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation qui soit installée, c'est pas évident. Je suis consciente là, de soulever des questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Peut-être que Jasmine serait mieux placée que moi pour y répondre, mais j'aurais une question Oui. pour Jasmine. Justement, comment vous faites à Albatros Trois-Rivières pour créer ce lien de proximité avec la personne malade pour que le bénévole puisse vraiment tisser un lien de confiance? L'accompagnement, parfois, commence à domicile. Alors, le bénévole peut suivre le proche aidant et la personne malade en CHSLD. Alors, le lien est déjà créé et les visites hebdomadaires se poursuivent. Sinon, quand il n'y avait pas de visite à domicile, on a une équipe de bénévoles dédiée en CHSLD. Alors, ils rencontrent des personnes là, dont le pronostic peut être de 6 mois à 1 an. Et puis, ils les suivent. Alors, quand la personne arrive vraiment en fin de vie, il y a déjà un lien qui est créé avec la famille et la personne. C'est sûr que ça facilite grandement l'accompagnement. Et je crois aussi que cette pratique-là était peut-être un peu moins connue quand, Madame Fournier, vous accompagnez votre conjoint en CHSLD. Oui, moi, ça fait déjà quelques années. Hein? Mm-hmm. Alors, je conçois très bien, par exemple, c'est triste de voir mourir quelqu'un seul. Or, quand on s'en réfère seulement au personnel de l'unité de soins à laquelle on est rattaché, ces gens-là ont beaucoup de choses à faire. C'est pas facile de libérer, par exemple, soit un préposé, une infirmière, une adjointe, etc., pour demeurer auprès de la personne qui va mourir. Alors, il arrive souvent que, avec la meilleure volonté du monde, la personne va mourir seule aussi. Et ce qui arrive souvent aussi dans mon cas, alors que j'étais auprès, je parle plus de mon mari, mais
parce qu'on était auprès de lui quand il est décédé. Mais ma sœur, par exemple, qui était toute calme le matin, j'avais même appelé Michel, mon compagnon maintenant, et j'avais dit, je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine de jours. Et alors que les infirmiers, les préposés sont arrivés pour faire sa toilette, j'ai dit, tiens, je vais aller prendre une soupe. Et puis, ça s'est passé pendant ce temps-là. Ça c'est... Vous voyez, puis ça, je pense que Jasmine serait familière avec ces cas-là. C'est pas la première fois qu'on entend parler que j'étais partie prendre un café, puis c'est pendant que j'étais partie, alors que ça fait 3 jours et 3 nuits que j'étais là. Hein, ça arrive. Bon. Mais j'ai pas de grande solution, mais je continue à penser que il doit y avoir une plus grande sensibilité de la part des CHSLD à mieux utiliser les services de ces personnes spécialisées dans les soins de fin de vie. Oui. D'ailleurs, je crois que Albatros, je crois, j'en suis sûre, Albatros Trois-Rivières a vraiment fort travaillé pour justement tisser une entente bien spécifique avec le CIUS. Jasmine, veux-tu nous en parler et puis continuer tes questions aussi, s'il te plaît? Écoutez, c'est sûr que avec le CIUS, c'est quand même un gros bateau. Alors, il faut négocier longtemps. Ils ne laisseront pas entrer qui veut dans leurs établissements, dans les institutions, et ça, on le comprend très bien. Donc, l'entente est de longue haleine, mais un coup qu'on est entré à l'intérieur, les gens sont d'une grande aide. Là. Ça, c'est certain. Là. Mais je me demandais peut-être, Madame Fournier, je sais, là, je vous mets en contexte que vous n'avez pas vécu. Peut-être que vous avez entendu parler d'autres proches aidants qui avaient vécu des situations d'accompagnement seuls, qui n'avaient pas d'enfants nécessairement pour les aider, ou de frères, de sœurs, etc. Quels sont les besoins de ces proches aidants-là? Ben, écoutez, je pense que j'imagine, par exemple, une personne qui habite à Drummondville et sa mère est à l'Institut de gériatrie à Montréal, par exemple. De toute évidence, cette personne qui a des enfants, qui a une vie familiale, ne peut pas être là à plein temps. Et s'il y avait un lien d'établi entre une personne d'Albatros et cette personne qui est à distance, qui a besoin, même ne serait-ce qu'au téléphone, de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment elle est, et qu'on puisse lui dire, ne vous en faites pas, je suis là, je la suis, elle va bien en ce moment. Hier, c'était un peu... Seulement ça doit aider énormément à la fois la période de fin de vie, mais surtout le deuil. De savoir que le deuil se prépare avant la fin de la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et s'il y avait ce trait d'union, je pense que ce serait extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas vu suffisamment. Peut-être que maintenant, dans certains CHSLD, c'est une pratique courante. Mais je souhaiterais que pour ces familles-là, ça puisse s'établir. Tout le monde ne peut pas être là. Moi, j'étais à 10 minutes, mais tout le monde n'a pas ces conditions-là. En effet. Et le deuil est une étape de la vie très, très difficile. Il faut être bien accompagné, oui. en effet. Jasmine, aurais-tu une dernière question à poser à Mme Fournier? En gros, c'était ça. Je me disais que les accompagnements, outre que de donner de l'information aussi aux proches aidants, pouvaient leur offrir un répit. Un répit où la personne peut partir une semaine et avoir la tête tranquille. Pour ne pas s'inquiéter, alors prendre du repos, parce que vous le savez, hein, c'est très exigeant d'accompagner un proche, comme vous l'avez fait. Oui. Ben, merci beaucoup, Jasmine. Je suis très contente de t'avoir, que tu aies pu participer aujourd'hui à cette activité. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vais passer Denis Deloret.
Denis Deloret est intervenant à Parkinson, Centre du Québec, Mauricie. Donc, Parkinson, Centre du Québec, Mauricie est un organisme, comme son nom l'indique, qui accompagne les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et également, ils accompagnent les proches aidants. Donc, ils sont vraiment, ils se font comme mission d'être à côté de ces personnes-là pour faire face avec eux dans leur quotidien aux défis. Donc, Denis, je t'en prie, tu avais comme plusieurs petites questions qui abordaient l'aspect de culpabilité qu'un proche aidant peut avoir dans son parcours d'accompagnement. Oui, Bonjour, évidemment. Denis. Bonjour. C'est ça. Dans un premier temps, je voulais vous répéter, Madame Fournier, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre. Ça fait très différent pour un intervenant qui est habitué de travailler avec des groupes d'entraide ou en intervention individuelle, d'avoir une personne qui raconte son histoire après coup, puis que ça semble quand même relativement assumé. J'ai trouvé ça rafraîchissant. La culpabilité, c'est un sujet qui est très récurrent lors de nos groupes de rencontres, puis dans les interventions individuelles aussi. C'est quelque chose qui est quasi central chez tous les proches aidants. Bon, j'en fais trop, j'en fais pas assez, je devrais-tu faire ci, j'aurais-tu dû faire ça. Dans votre livre, vous ne l'abordez pas directement, mais on la sent qui est toujours là, un peu en arrière-plan, latente, qui dort, elle est sous-jacente. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Bon, évidemment, le livre parle d'entrer en institution. C'est quand même une décision que vous avez dû prendre à un certain moment donné. Ça a certains impacts au niveau de la culpabilité, mais tout le reste aussi, là, est-ce que je m'en occupe suffisamment bien? Est-ce que je fais les choses comme ça devrait? J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur le sujet. C'est un grand sujet. Je pense qu'accompagner une personne atteinte d'un processus dégénératif, c'est un puits sans fond. On peut toujours en donner plus. De telle sorte que le corollaire de ça, c'est de dire, oui, j'aurais pu faire plus, là, j'aurais pu être plus présente, j'aurais pu prendre un peu plus de temps pour être avec lui, alors que je me suis occupée de moi, je suis partie prendre du répit, etc. Bon, alors je pense qu'on ne peut pas échapper à ce sentiment-là. On ne peut pas échapper à une certaine culpabilité qui, finalement, je dirais pour bien des cas, est mal placée. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que ce dont je me sentais coupable, c'était pas moi qui en étais responsable, c'était la maladie. Et il y a une démarche en arrière de ça pour être capable de dire à un moment donné, ben oui, c'est sûr que s'il n'y avait pas la maladie, ça ne serait pas comme ça. Là où j'ai ressenti le plus de tourment, j'aime mieux parler de tourment, je pense, que de culpabilité, c'est entre autres au moment de penser à l'hébergement. Je me disais, mais à qui d'autre que moi pourrait-il faire le plus confiance? Je suis sa femme. Je sais qu'il a toujours eu une confiance absolue en moi. Et voilà que je suis obligée de poser le geste que j'aurais jamais voulu poser. Moi, quand Michel a commencé à être malade à domicile, j'avais un rêve. C'était qu'il puisse mourir à la maison. J'étais prête à tout pour en arriver là. Et puis, j'ai été obligée de faire le deuil de ce rêve-là aussi, parce que je voyais bien qu'il avait une nature très forte. Il faisait des pneumonies, mais il s'en sortait toujours. Mais vous savez, on est dans une drôle de position. Par exemple, par rapport aux pneumonies. La première fois qu'il a fait une pneumonie, je n'étais pas là. C'était mes enfants qui s'occupaient de lui. Évidemment, immédiatement, ils ont fait venir le médecin, antibiotiques, tout ce que vous voudrez, là, toute la panoplie. Quand je suis arrivée, quand je suis revenue,
Michel était guéri de sa pneumonie, mais il avait perdu, je dirais, 4-5 niveaux et de conscience et d'autonomie et tout ça. Et là, je me suis dit, mais ma parole, on lui a enlevé la chance qu'il avait de partir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus d'antibiotiques pour guérir les pneumonies. On allait l'assister en inhalothérapie, avec de l'oxygène, avec tout ce qu'il fallait, mais plus d'antibiotiques pour les pneumonies. Plus de vaccins non plus contre la grippe. Aurais-je dû me sentir coupable d'avoir pris ces décisions-là? Pour moi, c'est des décisions pour la vie, pour l'amour, parce que vivre dans cet état-là me paraissait pas l'aimer. Évidemment, je me suis posé les mêmes questions quand, à cause de moi, parce que je n'étais plus capable de continuer, j'ai dû le faire héberger, le confier donc aux soins des autres. Et c'est là qu'il a fallu que je me dise, tu sais, c'est pas ta faute. C'est à cause de la maladie que tu dois faire ça. C'était lui ou moi. Et je savais que si moi je flanchais, je ne pouvais plus lui venir en aide. Évidemment, il y a eu un autre moment où la culpabilité s'est pointée. C'est quand la vie a ressurgi à l'intérieur de moi. Et ça, c'est le jour où j'ai retrouvé l'amour avec un autre Michel. Ça, c'est une situation que nous ne sommes pas seuls à vivre. Nous avons fait plusieurs, lui et moi, plusieurs lectures publiques où on s'apercevait par la suite que des gens venaient nous voir et disaient, vous savez, nous, on vit la même situation que vous. J'ai noué une nouvelle relation amoureuse avec un homme alors que mon mari est toujours vivant ou que ma femme est toujours vivante. Et on le fait dans le secret. C'est clandestin, on ne veut pas que ça se sache, on a peur d'être jugé, on est en situation d'adultère, c'est péché mortel, etc. Bon. Est-ce que je me suis sentie coupable? Tourmentée, oui. Coupable? J'arrive pas à vous dire oui. Est-ce que j'avais le droit de dire non à cet appel de la vie? Est-ce que j'avais le droit de dire oui à cet appel de la vie? Et je dirais presque, plutôt que de parler du droit, je dirais, est-ce que j'avais le devoir de dire oui? Le devoir de dire non? C'était deux polarités entre lesquelles je devais dorénavant vivre, accepter de vivre entre ces deux polarités-là, parce que c'était comme ça. Renforcer ma fidélité auprès de mon mari sur la base de l'attachement profond que j'avais pour cet homme-là qui n'était plus mon vrai compagnon de vie, qui n'était pas celui que j'ai connu, avec lequel je n'avais plus de communication possible. D'ailleurs, petite anecdote, moi, le titre que je voulais donner à mon livre, c'était « T'es qui ?» Parce que chaque fois que je rentrais dans la chambre, il m'abordait en me disant « T'es qui ?» J'avais beau lui dire « Mais voyons, je suis ta femme, Michel. »« Ah, t'es qui? » ?»« Mais je suis Édith. »« Ah, t'es qui? » Bon, c'était... Alors, tu ne sais plus qui je suis. Bon, mais pour en revenir au premier sujet, je disais que un jour, c'est-à-dire un jour, les jours se succédant, je me suis dit, ben écoute, ma vie, c'est comme ça maintenant. J'ai des polarités. Celle de dire surtout oui à cette vie, extraordinaire, qui était inespérée, que de voir l'amour refluer, de sentir que je n'avais pas perdu ma capacité d'attachement. C'était extraordinaire.
C'est sûr que la culpabilité, c'est vraiment, un sentiment que beaucoup, beaucoup de proches aidants, Ouais. avec lesquels ils doivent faire face et toi, Denis, quand tu accompagnes, les personnes, proches aidantes qui font justement face, à ces émotions ce sentiment de culpabilité, comment tu arrives à accompagner le proche aidant, pour qu'elle se sente mieux avec, toute cette ambiguïté? En fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de façon générale qui va faire à tout le monde. Mais mettons que ce que je vais voir très souvent, surtout dans le cas de conjoint-conjointe, c'est que la personne a de la difficulté un petit peu à faire la différence entre conjoint et proche aidant. Dans ces deux volets que tranquillement, pas vite, il y en a un qui s'efface pour faire de plus en plus de place à l'autre. La personne va se sentir coupable. Si je vais prendre l'exemple un petit peu de Mme Fournier, bon, oui, Michel a été l'homme de sa vie, mais ce n'était plus que ça. Il y avait aussi un être humain qui souffrait, donc il fallait s'occuper beaucoup. Puis, à un moment donné, chaque personne a des limites, là, qu'on peut pas. Personne n'est à la fois médecin, infirmière, préposé, puis être en même temps conjoint et conjointe. Souvent, j'essaie d'amener la personne un petit peu à départager ses rôles. Tu peux pas te sentir de coupable de quelque chose que tu n'as jamais été formé pour faire. Tu sais. Euh, euh, Quand tu fais tes vœux de mariage, tu déclares pas à la personne, bon, je vais changer tes couches, puis te nourrir, puis tout ça. Tu sais. On tombe dans un autre sphère, dans un autre domaine qui est de l'inconnu pour la plupart des gens. Alors, c'est ça, c'est de les ramener un petit peu, bon, dans votre rôle de proche aidante, il y a certaines limites que vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous n'avez jamais, premièrement, été engagé dans cette voie-là, puis deuxièmement, vous n'avez peut-être même pas les capacités pour prendre ce chemin-là. Alors, c'est ça, tu sais, mais ça, c'est une façon très générale de voir les choses. C'est sûr que chaque cas est très, très différent, très individuel, mais la culpabilité est toujours, toujours présente. Mais moi, je vais vous dire, Denis, vous venez de parler du mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, le pire, j'étais dedans. Et je suis restée dedans. Je ne l'ai pas abandonné pendant le pire. Je vais vous dire plus que ça. D'avoir ouvert la chambre d'amour a fait que, et je vous demande de me croire, mais plus j'aimais l'un, plus j'aimais l'autre. C'est comme s'il y avait des vases communicants. Et sa présence, quand j'allais le voir, par exemple, c'était beaucoup plus ma maternité qui était sollicitée. Hein? J'allais prendre soin de lui. C'est comme si tout à coup, je le ressentais encore mieux. C'était pas juste une chose à faire. Peut-être parce que j'avais d'autre part tant d'illumination, mais je veux insister sur le fait que pour le meilleur et pour le pire, ben oui, on a eu le meilleur, puis le pire, il était là, puis je l'ai assumé. Il m'a trouvé auprès de lui jusqu'à la fin. Ben moi, j'appelle ça être présent dans le pire. Je pense que c'est ça la fidélité. Si je l'avais abandonné parce que j'avais mieux, là, je pense que je n'aurais pas survécu à ça. Je n'aurais pas été capable. Non, certainement pas. Ça fait. Denis, je crois que tu avais encore d'autres questions pour Mme Fournier. Ben en fait, dans la réponse qu'elle m'a donnée à ma première question, elle a pas mal répondu à toutes mes questions. Ce que j'aimerais par contre souligner, il y a une phrase que vous avez dite qui m'a un petit peu frappé parce que c'est vraiment autour de ça que mon intervention tourne souvent, c'est que si vous flanchez, vous êtes plus en mesure d'aider des personnes. Là. Puis, je crois que c'est ça qui est important de retenir parce que les proches aidantes ou proches aidants, souvent, ont tendance à s'oublier dans le but constamment d'aider l'autre jusqu'à s'en rendre malade et puis finalement, bon, ils sont plus aidants pour personne. Je voulais vous laisser un petit peu le mot de la fin par rapport à ça. Bon, si vous aviez quelque chose à dire à tous ces conjoints et conjointes qui s'empêchent de vivre quelque chose parce qu'ils se sentent coupables de peut-être délaisser un peu l'aider. Puis là, je parle pas d'aller jusqu'à se mettre en couple, mais il y en a qui vont même pas au salon de coiffeur pour pas laisser leur conjoint seul ou, tu sais, je sais pas, dans vos mots, l'importance de continuer à s'occuper de soi malgré qu'on a quelqu'un à s'occuper. Ben, moi, je pense que ça fait une grosse différence pour l'autre de lui offrir
une personne radieuse ou une personne accablée. Et on a, je crois, le devoir de faire ce choix-là. Qu'est-ce que je lui offre comme accompagnante ou comme accompagnant? Est-ce que je suis en train de tranquillement couler avec lui vers une petite mort insidieuse? Ou si j'ai moi aussi mes moments de... Moi, vous savez, dès le début, puis oui, surtout dans la période à domicile, la première chose que j'ai sauvée, ce sont mes moments de répit. Je bloquais 1 semaine par mois. C'est effrayant de dire ça, hein? Mais 1 semaine par mois, je bloquais ça sur mon agenda. Et ou bien j'ai pas pu faire appel à Baluchon Alzheimer tout le temps, mais je les ai beaucoup, beaucoup sollicités. Peut-être quelque chose comme 4 fois par année, où là, je m'offrais des petits séjours ailleurs. Mais le fait de bloquer 1 semaine par mois, ça voulait dire aussi que j'avais du monde à la maison pour s'occuper de Michel. Et que je pouvais partir, par exemple, le matin pour aller prendre mon café au café du coin. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de poids à ce moment-là, avec les croissants puis les cafés. Et bon, et j'écrivais, ça me faisait du bien. Et pendant des années, même après le décès de Michel, j'étais encore chronométrée sur le fait que, mon Dieu, qui est-ce qui va partir? Oui, c'est ça, j'en ai une qui part à 4 heures, il faut que je rentre. Mais quand même, il reste que je me suis donné du temps. On a une très grande réserve, une très grande culpabilité à se donner du temps. Ça fait partie de la culpabilité. En profiter pour soi. Mais une fois qu'on arrive à passer au-dessus de ça, alors, c'est très important pour les proches aidants pour pouvoir continuer à accompagner longtemps la personne, parce que sans repos, c'est quasi impossible. Je pense que ça m'a, à domicile, certainement que ça m'a prolongé de peut-être, je dirais 2 ans. Et c'est absolument essentiel. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis, pour ces questions. Merci beaucoup aussi de t'avoir prêté au jeu. C'est vraiment très apprécié. Donc, je vais passer à la dernière personne intervenante et non la moindre, Nicole Poirier. Nicole Poirier, si vous ne la connaissez pas encore, Nicole est directrice et fondatrice de Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer. Donc, cet organisme basé à Trois-Rivières vient en soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, ainsi qu'aux proches aidants. Donc, il leur offre toutes sortes de services et de soutien, que ce soit l'hébergement, le répit, le soutien émotionnel, etc. Donc, Nicole, bienvenue sur le plateau. Merci d'être là. Donc, tu avais plusieurs questions à poser à Madame Fournier. On t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Edith. Moi, déjà, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire merci parce que en vous écoutant, là, puis j'ai regardé la web-série aussi, je me dis, ils auraient pu, vous et Michel, actuel, vivre leur accompagnement respectif, vivre leur vie tranquille, et vivre comme ça sans nécessairement écrire un livre et être parfois confronté au regard des autres ou à l'opinion des autres. Je trouve qu'il y a un risque quelque part que vous avez pris et qui aujourd'hui permet à beaucoup de monde de se reconnaître et de peut-être éventuellement s'autoriser à vivre une situation pour prendre soin de soi ou pour vivre une passion. J'avais envie de dire trouver son Michel parce que c'est pas obligé d'être un amoureux, ça peut être une passion dans la création, dans l'art, qui fait que je réussis à tenir le coup pour accompagner la personne que j'aime. Donc, je trouve qu'il y avait 2 merci, celui d'avoir fait le pas et celui aussi d'avoir si bien nommé dans le livre ce que vous vivez, qui n'est pas facile à nommer. Et je viens de noter, je me disais, les gestionnaires, les intervenants, les administrateurs devraient lire votre livre. Pas que les proches aidants, parce que quand on lit puis on voit comment vous vous sentez,
à travers toutes ces étapes-là, que ce soit à domicile ou en centre d'hébergement, je me dis, ça nous rend plus empathiques. Puis je le prends pour moi aussi comme intervenante aussi. Donc, j'avais envie de vous entendre parler d'une trame de fond, moi, que j'ai vue dans le livre, qui est comme l'ambivalence. Tu sais, on n'est pas dans un domaine orthopédique, là. On est où c'est pas trop compliqué, c'est cassé ou pas cassé. Mais, tu sais, je lis votre livre, puis je voyais le sentiment quand on attend le diagnostic, puis on pense que l'autre est de mauvaise foi ou que il se secoue pas assez, ou quand le diagnostic arrive, on vit toutes sortes d'émotions. Après, le jour d'hébergement, on l'attendait, mais on trouve que ça arrive trop vite, comme le décès et tout. Je trouve que vous faites bien ressortir ces tourbillons d'émotions, puis j'aimerais ça vous entendre sur tout ça, là. Comment vous avez réussi à faire sortir tout ça? Il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai dit. Oh mon Dieu, Nicole, je ne sais pas comment on réussit. On vit les jours le jour, au jour le jour, mais je me souviens, bon, d'abord, il y a différentes étapes, hein, mais j'ai compris à un moment donné que j'allais vivre pendant quelques années dans ces polarités presque opposées. D'abord, au début, partons peut-être du début. Au début, je pensais qu'il se laissait aller. Alors, ma réaction, ça a été de dire, ben voyons donc, Michel, ressaisis-toi, ça n'a pas de bon sens, tu te laisses aller, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, va marcher, fais de la peinture. C'est effrayant toutes les idées que j'avais pour pas qu'il se laisse aller. Sans me rendre compte à ce moment-là que c'est moi qui perdais cet homme-là, créatif, que j'ai connu, que j'ai tant aimé et que je ne reconnaissais plus. Alors, je lui ai répondu, on était vrai. Et là, ce que ça a mis en question, et c'est terrible, je me suis dit, mais est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je vais réussir à l'aimer comme ça? On avait une différence d'âge, on avait 12 ans de différence. Et je me disais, mais est-ce qu'il est rendu? Ça serait ça, être vieux, là? Puis je voyais d'autres qui étaient beaucoup plus âgés que lui, et c'était pas comme ça. Bon. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais appelé Marie de Baluchon-Alzheimer. Elle est venue à la maison. Elle s'est occupée pendant 6 jours de Michel. Et à son retour, elle m'a dit, tu sais, je ne le laisserai pas 5 minutes seul. Quoi? Vous voyez, je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas y croire, je m'arrangeais parce que je voyais bien que je perdais cet homme qui était une sorte de Gibraltar pour moi. Et ma révolte essayait de nier cette évolution-là. Et plus moi j'essayais de nier ça, j'engendrais de la peur chez lui, entre autres, et il avait raison, de la peur de me perdre. Parce que je pense que lui sentait qu'il n'était plus capable de se passer de moi. Il avait besoin de mon soutien. Il avait besoin de mon accompagnement. C'est une période très difficile. C'est la pire période, c'est le début. Après, quand j'ai vraiment réalisé que j'étais en face d'un homme très, très, très fragile, très vulnérable, mon regard a complètement changé. Et ce qui change, c'est que j'étais l'épouse, la compagne, la complice, l'amante, et tranquillement, je versais vers la maternité, la mère, celle qui va le protéger, celle qui va le nourrir, celle qui va le doucher, qui va le soigner, qui va le toucher. C'est une transition qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais à partir du moment où cette transition-là est acceptée, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Parce que je dois vous dire que je n'assiste pas à être une mère. J'ai réparé à travers mon accompagnement de Michel des failles de ma maternité. Ça m'a fait du bien. Je me suis découverte comme une bonne mère. Alors, il faut accepter de vivre dans ces polarités-là et de se dire, dorénavant, ça risque d'être comme ça.
Je suis en train de me perdre, je pense, hein, Florence? Elle m'a demandé d'autres choses, Nicole. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, ils se reconnaissent dans ce qu'on entend au niveau de cette polarité, mais que ceux qui accompagnent les proches, le personnel, par exemple, en soutien à domicile ou en milieu d'hébergement, qui comprennent que c'est pas facile de prendre des décisions parce qu'on est souvent tiraillé entre un besoin, puis aussi l'inquiétude ou le souci de la responsabilité. C'est pour ça que je trouve que ça nous rend empathiques, puis ça nous aide à comprendre. Donc? Je pense que les proches, c'est difficile pour eux. C'est très difficile quand on n'a pas vécu ça, de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Entre autres, à partir du moment où, par exemple, quand j'ai pris la décision de cesser les antibiotiques, j'ai perdu des amis. Il y a des gens qui ne comprenaient pas que je ne choisissais pas à tout prix la vie. Mais vivre dans quelles conditions? Ça, c'était autre chose. Quand j'ai développé cette relation amoureuse avec mon nouveau Michel, certains n'ont pas compris. J'ai perdu des amis. Et moi, je ne suis pas capable de garder ça secret. Je ne suis pas capable de vivre. Donc, ça m'a pris un certain temps. Mais à un moment, je me suis dit, attention, c'est le plus beau de ce que j'ai à vivre, que ce regain de vitalité. C'est le plus beau de ce qui m'est offert. Je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça caché. Ça fait partie de l'ensemble de cette réalité-là. C'est-à-dire de côtoyer la souffrance, le déclin de l'autre et en même temps de laisser fleurir un nouveau regain de vie. Et je peux concevoir que pour ceux qui nous accompagnent, je ne parle pas de mes enfants, parce que mes enfants, quand ils m'ont vu changer d'air et devenir beaucoup plus radieuse, alors là, ils étaient contents, ils étaient soulagés, hein? Ils étaient très, très, très contents. Ma fille qui me dit, « Ah, maman, c'est au bout! » Et mon fils c'est bien ça, maman, c'est très bien. Et mes proches aussi. Alors, c'est une période tellement intense de la vie. C'est certainement la période qui m'aura le plus transformée. Merci. Nicole, il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu as une dernière question à poser à Madame Fournier, puis on va pouvoir clore l'entrevue? Bien, j'aurais retenu un passage pour chaque chapitre, mais il y en a un à la page 35 là où vous dites lorsqu'on arrive en CHSLD, je trouve que c'est un moment aussi qui est bien fort le jour ou les semaines qui suivent. Puis c'est bien résumé ici. Vous dites, on a le sentiment qu'au-delà de la porte d'entrée, on perd le statut de proche aidant, de soutien principal. Nous devenons des visiteurs. C'est très subtil, c'est inconscient. Il m'arrive même parfois de me sentir de trop. Je me demande si je dérange. Je trouve que c'est tellement vrai ce que vous dites là, puis que souvent le monde autour n'imagine pas toutes ces pensées puis ces émotions. Donc, ça, Nicole, on change d'identité constamment quand on est proche aidant. Hein? Et quand en CHSLD, on nous dit, en CHSLD, moi je me souviens, je me revois au bureau de l'admission, on me dit, Madame, là, vous savez, à partir de maintenant, là, on va le prendre en charge. J'avais apporté des médicaments. Non, on n'a pas besoin, on prend tout en charge. Alors, on ne leur demande pas, moi, je ne leur demandais pas de prendre mon mari en charge. C'était mon mari, c'était le mien. Et j'étais là pour continuer à veiller sur lui. Et cette sensation d'être devenue une visiteuse, de ne pas savoir si je dérange, est-ce que j'arrive trop tôt? Quand on me dit, attendez, madame, derrière la porte, là, on n'a pas fini de le laver encore. Je l'ai lavé pendant 7 ans, je suis capable encore de le laver. Mais le fait de me faire retenir à l'extérieur de la chambre, c'est de me dire, non, c'est pas votre place, là, attendez qu'on finisse notre job. Voyez-vous, c'est par des
petites choses. Hein. C'est très, très subtil. Mais enfin, il faut lire le livre pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas capable de tout raconter comme C'est ça. le but, c'est Merci, Nicole, que d'avoir ça donne une envie de le lecture aussi lire. attentive. Merci, Jasmine et Denis. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment lisez le livre, ça en vaut la peine. On a des frissons, ça passe on rit avec Edith, on pleure, on a des émotions. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à lire ce livre. Donc, merci beaucoup. Merci aux intervenants également de vous avoir prêté au jeu. À Mauricie, on a énormément de chance. Les prochains aidants sont choyés. Il y a une tonne de services qui sont disponibles. Donc, si en lisant le livre d'Edith, vous vous reconnaissez comme prochain aidant, n'hésitez pas à aller vers les services. Vous pouvez aussi accéder pour les prochains aidants. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a l'appui.org. L'appui Mauricie, on fait partie d'un grand réseau. Et d'ailleurs, juste pour une minute pour terminer, il y a la mini-série, le documentaire en fait web que vous avez fait en collaboration avec l'Appui, Oui. vous et Michel. Est-ce que vous pouvez en parler pendant 30 secondes Pendant 30 secondes. D'abord, vous ne l'avez pas vu, mon nouveau Michel, là. Si vous voulez savoir qui est cet homme qui m'a rendue si heureuse, allez voir sur l'Appui. Ça s'appelle Au-delà des mots. Je crois que l'adresse exacte, c'est appui.au-delà des mots en un mot.com. .net. .org. Et vous allez .org, .net en tout cas. Vous allez trouver la série documentaire où nous avons fait une lecture publique qui est mélangée avec un peu de documentaire, Notre maison, le paradis où vit Michel, etc. Et je crois que ça vaut la peine. C'est du travail très, très, très bien fait. C'est très beau. L'image est magnifique. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et ça permet vraiment aux prochains aidants de voir toutes les étapes qu'il faut, que vous allez devoir franchir tout le long du parcours d'un prochain aidant. Excuse-moi Florence, mais ça permet aux hommes de trouver un homme qui parle de sa fonction d'accompagnant de proche aidant, ce qui est assez rare. En général, ce sont les femmes qui racontent. Et là, c'est un homme qui raconte. À voir. Oui. Très bien. Un tout grand merci à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de Salon du Livre. Ça m'a fait très plaisir.